Mentalement en fait c'est juste que le kayak polo c'est ce qui m'a fait aussi grandir. C'est ce qui m'a appris un peu le côté de la vie. Tu m'as fait trop peur gros. L'initiative de tirer direct, t'as le droit, mais t'étais pas bien placé. Non, c'est... Ok. Moi c'est quelque chose qui me faisait tenir quoi. Le fait de se dire t'as envie d'être fort dans ce sport, fais de ce qu'il faut pour être fort. Du coup l'entraînement, le club, l'équipe de France, c'est des choses qui c'était des objectifs dans ma vie quoi. Et du coup je me suis dit tu tiens et tu fais ça et voilà quoi. À 3-4 mètres de distance, pas plus, hein. Sinon après les passes elles vont pas être bonnes. Quand t'es un esprit compétitif, t'as forcément envie d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin. Et moi je savais déjà que je voulais faire du kayak polo parce que le sport de balle, le sport collectif, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Un petit clap. Du coup je m'appelle Ella Ndiaye, j'ai 20 ans, je pratique le canoë-kayak depuis 8 ans à la base de Condé-sur-Vire, plus précisément du kayak polo. Et du coup je vais vous raconter mon histoire sur mes championnats du monde en Chine à Deking. 2024 and rising. New federal. Alors le kayak polo du coup c'est un sport collectif qui joue en 5 contre 5 avec 3 remplaçants sur le terrain. Ça va être le même délire que le hand ou le basket, ça va être un peu les mêmes stratégies aussi. Donc l'objectif c'est de marquer un but de plus que l'autre. Il y a des cages en l'air suspendues sur un terrain donc qui fait comme derrière 35 par 25. Ça va être demi-temps de 10 minutes, un temps mort de 3 minutes au milieu. Et il y a des départs donc de chaque côté pour aller chercher le ballon. C'est le premier arrivé qui récupère la balle quoi. Tu m'as dit c'est comment? Il y a un gardien du coup? Ouais, il y a un gardien et en fait le gardien il va lever sa pagaie pour arrêter les buts. Et en fait la particularité du coup de ce sport c'est que si du coup le gardien il va attaquer avec les attaquants et du coup ce qui va créer le jeu c'est de rentrer dans l'intervalle grâce à cette supériorité numérique. Il faut savoir que déjà physiquement c'est un sport qui est hyper dur, donc il y a la prépa hivernale, il y a la prépa pendant la saison. Il faut savoir qu'il y a des pics un peu de forme où tu te dis avant la compète il faut que je sois comme ça, donc faut pas trop s'entraîner, faut faire des entraînements différents, donc statodynamique pour être plus réactif sur le terrain. Moi je suis quelqu'un qui est hyper dynamique, donc j'ai pas les mêmes atouts que d'autres personnes sur le terrain. Je suis assez fin en plus, donc souvent dans le kayak polo on dit que c'est un peu des armoires entre guillemets. C'est vrai, parce que on s'entraîne beaucoup, parce qu'on fait beaucoup de musculation. En fait, il y a peut-être plus de 50-60% de notre entraînement, c'est de la musculation en fait. Et à côté, moi je suis en études à Caen, à côté j'essaie de faire 1 voire 2 entraînements par jour si c'est possible. Et du coup on fait de la natation, de la course à pied, du canoë parce que du coup je suis au pôle sport de Caen. Et ouais ça demande une grosse prépa physique. Là ça pique. Je peux faire des danses tu vois. Comme ça. Je peux croiser. Moi j'arrive pas à croiser. Allez encore. Il faut faire attention aussi à son alimentation parce que du coup forcément si tu fais une prépa physique sans faire attention à ce que tu manges, ça marche pas, ou ton corps au bout d'un moment il suit plus. Il
faut avoir un très bon sommeil. Moi je suis un gros dormeur, donc le sommeil c'est hyper important. Il y a toute la partie canoë aussi où on fait les collectifs avec mon équipe. Il y a aussi les préparations avec l'équipe de France, donc mes coéquipiers, mon coach, les coachs, le staff qui font partie de l'équipe de France. Donc c'est deux choses différentes. Et il faut réussir aussi à s'adapter avec ton club en même temps à côté, parce qu'il y a forcément des compétitions de club et il y a les compétitions de préparation au championnat du monde. Et après la prépa mentale aussi, c'est un grand sujet qui peut être parfois tabou, mais il faut savoir que moi je suis énormément suivi par mon coach et par ma famille. D'ailleurs, grand merci à ma famille, parce qu'il faut savoir quand même qu'ils ont fait un truc de ouf, c'est qu'ils sont venus en Chine avec moi. Et ça c'est pas donné à tout le monde d'avoir une famille qui te suit comme ça en tant que sportif. Et franchement ça m'a énormément touché, je pense que ça m'a énormément aidé aussi. Le fait de savoir qu'ils vont venir avec moi, qu'ils sont venus avec moi, c'était vraiment cool. Et là, oui, très rapidement, je l'ai vu s'épanouir. Donc au début c'était une fois par semaine, puis 2, 3, très rapidement, beaucoup de présence au club, d'entraînement, de compétition. Donc c'est beaucoup de déplacements. Donc c'est un vrai sacrifice pour le sportif et pour sa famille. Tant qu'il n'avait pas le permis, je ne sais pas combien de fois je suis allée à Condé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais ouais, c'était très conséquent. Mais voilà, ça nous paraissait naturel de soutenir notre fils dans ce projet-là. Depuis ses débuts, vous avez toujours été là pour l'accompagner. Qu'est-ce que ça représente pour vous de l'avoir suivi dans cette aventure année après année ? Là, il a commencé le kayak polo en 2018, il était au collège. À l'époque, il faisait du hand et il a découvert le kayak polo grâce à un stage en 5e. Et donc très rapidement, voilà, il nous a dit qu'il voulait changer de sport pour s'orienter vers le kayak polo. Donc c'est pas un sport qui est connu, en tout cas moi je ne le connaissais pas. Donc voilà, moi j'ai toujours soutenu. Et là, je pense que dans un premier temps, il a dû faire les deux. Mais en fait, on a tout de suite été convaincus par le club de Condé-sur-Vire, par son ambiance, la prise en charge qui est proposée aux jeunes. Moi, ce que je veux savoir, c'est que le kayak polo, c'est quand même un truc qui est pas très connu aux yeux de tout le monde, du grand public, tout ça. Toi, qu'est-ce qui te fait tenir ? Qu'est-ce qui t'a motivé et poussé à t'investir jusqu'à aller au championnat du monde Ouais, bah c'est une bonne question parce que il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, tu gagnes de l'argent, machin, t'es en équipe de France. Non, je gagne rien du tout. À part la grelotte, et ça c'est pour moi c'est. Il n'y a rien de mieux hein, forcément. Si je pouvais vivre de ma passion, je dirais pas non. Serré là. Mais non, on dépense plus d'argent qu'on en gagne déjà, je vous rassure. Bien évidemment, on a des aides, des subventions pour les sportifs de haut niveau, qui sont pas assez élevées d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Et ouais, bah mentalement en fait, c'est juste que le kayak polo, c'est ce qui m'a fait aussi grandir. C'est ce qui m'a appris un peu le côté de la vie, la sociabilité avec les autres. On n'est pas tous pareils. Du coup, bah forcément, moi c'est quelque chose qui me faisait tenir quoi. Le fait de se dire t'as envie d'être fort dans ce sport, bah donne ce qu'il faut pour être fort. Et après y a le reste ça vient après quoi. Et du coup bah l'entraînement, le club, l'équipe de France, c'est des choses qui c'était des objectifs dans ma vie quoi. Et du coup je me suis dit bah tu tiens et tu fais ça et voilà quoi. Et ces objectifs-là, tu les as eu dès le début Non, bah non, forcément, okay. Il y a des étapes, étape par étape. Ouais, bien sûr, comme je t'ai dit, il y a un processus, il y a un parcours, il y a la pression aussi de la famille parce que faut faire les déplacements. Moi, j'habite pas à côté, donc fallait qu'ils m'emmènent. Après, j'ai eu mon permis. Pareil, ça coûtait de l'essence, donc forcément, mes parents ils m'ont énormément aidé. Et ça, je leur dirais mille merci quoi. Mais aussi à côté, oui, il y a quand même, j'ai eu des périodes difficiles, hein, il y a eu plein de périodes où j'ai voulu arrêter parce que il y a les plus grands qui jouent, il y a les plus grands qui sont plus forts que toi tu commences à progresser, on commence à voir que t'es bon, on veut pas forcément toujours du bien de toi. Souvent je me suis dit comment c'est possible en fait, qu'est-ce qui le fait tenir quoi. Mais oui c'est l'objectif, le collectif et je respecte beaucoup ça. Qu'est-ce qui le fait tenir, vous pensez ? Je pense qu'il a une envie de réussite.
c'est vrai que c'est peut-être aussi l'éducation. L'ambition, c'est important pour nous, en tout cas, se réussir, atteindre voilà, des objectifs. Alors, c'est pas la course à la victoire, c'est pas la course au gain, c'est pas ça, c'est plutôt, oui, se trouver et finalement respecter le choix qu'on s'est fixé, l'adapter bien sûr avec tous les aléas de la vie parce que on habite quand même à la campagne, on est loin de tout, il n'est pas tout seul, il a 2 sœurs, nous on travaille tous les 2, donc c'est vrai que l'équilibre familial il n'est pas simple à trouver. Bon, maintenant à partir du moment où il a eu son permis et tout, ça allait, mais et encore parce que on a toujours voulu être présent pour les compétitions. Que ça soit des bonnes ou des mauvaises, hein. On a vu des fois faire des kilomètres ou prendre l'avion pour des défaites. Mais ça a jamais été grave. En tout cas pour nous, pour lui, oui, je pense. Des fois, c'était plus difficile. Mais oui, c'est vraiment tout le monde qui l'accompagne. Et ce que j'apprécie aujourd'hui, il a des sœurs qui font aussi des sports, du hand, du cheval. Et lui aussi, il vient pour elle. Donc moi je craignais ça, je me disais bah voilà, c'est tout le monde en fait suit l'âge aveuglément, mais non, en fait il rend vraiment la monnaie de sa pièce. Encore le week-end dernier, il était là pour encourager Juliette, sa sœur, qui faisait une compétition de cheval, et vraiment ça, je trouve ça chouette, et c'est aussi ça pour moi les valeurs sportives. Te péter le bras, tu t'échauffes aussi. Là. Ouais, milieu de terrain, Mel. Tout le monde a l'esprit compétitif. Du coup, c'est aussi ce qui m'a permis de tenir. J'ai eu beaucoup de discussions avec mes coachs, Fred de Condé, aussi Thomas Tapin, qui m'ont aidé et qui m'ont aussi fait souffrir, hein, parce que des fois tu rentres, t'en pleures parce que soit t'as froid, parce que tu t'es embrouillé, parce que ça s'est pas passé à l'entraînement. Et merci à mon coach aussi d'ailleurs qui n'est pas qu'un coach parce qu'il est préparateur mental aussi, il est préparateur physique, il nous fait nos séances pour se préparer toute l'année avec l'équipe de France. Et c'est une personne avec qui j'ai un lien, c'est même plus du coaching entre guillemets parce que j'ai envie de dire c'est devenu presque mon ami tellement on a un lien très fort entre nous, et il y a des hauts et des bas dans la prépa mentale, il y a des aspects positifs, négatifs sur ta vie, et faut réussir à les surmonter, et voilà, je pense que j'ai réussi. Ma mère elle me disait mais vas-y, au pire arrête, hein, tu te plains. Mais non, j'avais pas envie, genre je me plains, ouais je me plains, mais continue gars. Genre en mode c'est pas pour ça que tu vas arrêter, tu vois. Et du coup je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis là maintenant, parce que j'ai su tenir. Et non, pour l'instant je suis plutôt fier. C'est parti. C'était quand t'as su que t'allais participer au championnat du monde? Combien de temps tu t'es préparé? Le processus de sélection, en fait c'est simple. Quand on fait les stages, en fait c'est une sélection par le coach qui lui va appeler les joueurs qui pensent qui performent le mieux en tout cas sur l'année, sur la saison, il va faire des déductions entre guillemets. Chaque mois on fait un stage. En fait au fur et à mesure le coach va décider de réduire le collectif, et du coup le fait de réduire le collectif ça donne l'équipe finale. Donc au final on se retrouve à 8 à partir, et nous les sélections elles ont dû arriver très vite parce qu'il y avait toutes les démarches à faire pour pouvoir aller justement en Chine, donc les billets d'avion, les passeports et tout, et du coup on a su la sélection en avril-mai, je me rappelle plus exactement de la date. 2024. Ouais, 2024, et du coup à partir de ce moment là on a fait des stages tous ensemble avec l'équipe finale complète pour justement être dans cet objectif de partir et d'aller chercher une médaille d'or d'ailleurs, qu'on a voulu aller chercher au championnat du monde en Chine. Quand vous avez su qu'il allait participer au championnat du monde, quelle a été votre réaction? Je pense qu'au début j'ai pas trop réalisé que ce que ça sous-entendait d'être sélectionné en équipe de France et de participer à un championnat du monde. Du fait que voilà, ça soit un sport dont on parle peu, c'est vrai qu'en fait c'est quelque chose qu'on porte seul, que ça soit les athlètes, l'équipe, même les clubs, la fédération,
c'est pas un mouvement voilà, très public, hein, c'est vraiment quelque chose d'intime. Et c'est vrai que au début, je pense que j'ai pas du tout pris conscience de ce que ce projet allait avoir comme conséquence. Et puis, en plus, c'est vrai que Elage, il communique peu. En plus, ces compétitions, on se voit toujours en coup de vent. Et puis souvent, c'est « Ah bon, je t'ai pas dit, mais au fait, ah ok ». Donc bon, c'est pas grave, on prend les informations comme elles viennent. Et un jour, bah voilà, oui, alors oui, le championnat du monde, bah, ça sera en Chine. Alors, en plus, le pays, c'est pas comme si c'était en Europe. Ou même aux États-Unis. Enfin, là, c'est de l'autre côté du planisphère. Voilà, c'est ça. Et puis, même culturellement parlant, c'est pas un pays où on s'est dit, il n'est pas sur notre wishlist, hein, la Chine. Et donc, en plus, voilà, nous, on a fait le pari de partir à 4. Et on est parti 15 jours. Donc, on a cumulé l'événement sportif et puis des vacances. Et oui, c'était vraiment une expérience incroyable. On a un peu parlé quand même, mais quel sacrifice tu as dû faire pour atteindre ces niveaux? C'est des sacrifices que tu fais dans ta vie. Et moi, ça a été toujours la question que je me suis vraiment posée. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je me la posais encore. Hein. C'est si tu veux performer comme ça et faire ça, faut que tu sois carré. Faut pas que tu ailles faire la fête à droite à gauche. Faut pas que tu te couches tard. Faut que tu manges correctement. Faut que tu t'entraînes. Souvent, tu te dis, ouais, tu te lèves. J'ai pas envie de m'entraîner aujourd'hui. T'es fatigué, t'as eu ta journée de taf. T'as eu ta journée de cours. Parce que t'es étudiant en plus. Je suis étudiant, ouais, je suis étudiant. Là, actuellement, je suis en alternance. Bon, quand je me préparais aussi, j'étais en cours quoi, tout le temps. Donc, bah ouais, c'est un sacrifice. Moi, ce qui m'a aidé aussi mentalement, c'est mes potes très proches, parce que forcément, bah, des potes, on en a tous, mais on en a qui tiennent un peu plus à cœur que d'autres. Tu peux avoir des vrais discours, des vrais sujets de discussion avec certains. Ça te permet aussi de tenir, et tu fais des sacrifices dans ta vie, parce que du coup, bah, tu peux forcément un peu moins voir tes potes, tu dois te coucher tôt, et du coup, bah, ce qui fait que des fois, t'en as marre, t'as envie de faire autre chose, quoi. C'est un sport qui demande énormément de choses, physiquement, mentalement, et qui te rapporte pas grand chose finalement, mais moi, ce qui me plaît le plus, si je le fais, c'est aussi parce que j'aime ce sport, c'est ce qui m'apporte dans ma vie, et non, c'est une passion, hein, c'est vraiment une passion. Ok, faut se faire violence quoi. De ouf, c'est normal. On va commencer du coup sur ton ressenti en arrivant en Chine, quand tu arrives sur le tarmac, tout ça avec tes potes, même dans l'avion avant, qu'est-ce que tu as ressenti on part vers 3h du match, je crois, quand moi j'avais hébergé un pote à moi, parce que forcément les équipes elles viennent, comme je disais tout à l'heure, les sélections elles sont faites par le coach, sauf que nous, on avait une particularité dans notre équipe, c'est qu'il y avait un joueur, donc sur les 8, il y avait un joueur de chaque club de France. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs clubs en France, et il y avait une sélection, donc il n'y avait pas un seul joueur qui se connaissait via son club, mais seulement via les stages. Et de tous les cas, on se connaissait d'avant parce que c'est quand même petit le monde du kayak polo. Mais du coup, c'était une bonne particularité, je trouve. Et c'est cool, du coup, il n'y a pas entre guillemets eux deux du même club, ils traînent plus ensemble que. Non, pas du tout. Et en plus, pareil, je veux dire, mes potes, c'est devenu mes frères, mes amis. On se parle tous les jours, je les adore et c'est aussi pour ça que ça se passe très très bien en compétition. On part de Caen, on va à l'aéroport de Charles de Gaulle et du coup, on se rend pas trop compte en fait. On se dit ouais c'est trop bien, là on vit un truc de ouf, en plus on est tous avec les tenues et toutes ces premières fois. On est en mode en vrai c'est délire mais on réalise pas vraiment. Du coup on prend l'avion et tout, on part. Londres-Shanghai, nous on a eu un vol, parce que je sens qu'il fallait tout contourner la Russie et tout. On a eu un vol de 15 heures je crois. Donc si tu veux l'avion ça piquait de ouf, à la fin on n'en pouvait plus. Donc forcément on est hyper fatigué quand on arrive. Changement de température, décalage horaire, donc 6 heures. Par rapport à la France. Changement de température, il faisait combien? En vrai ça variait, mais il faisait à peu près 20, 25 tu vois. Sauf que c'est plus condensé là-bas, donc déjà t'as plus de pollution. Et en plus de ça, bah, c'est un peu plus humide. Donc forcément l'adaptation, elle est compliquée, la fatigue et tout, donc c'est compliqué. Et du coup on arrive avec tout le staff, on était 40-45 à partir. Il y avait 4 collectifs, plus le staff, plus le manager et tout, les coachs. Et ouais, on arrive là-bas,
on est en mode c'est dur. On avait envie de dormir, on prenait le bus, après on a pris 2 heures de bus pour aller à Deking, donc c'est à côté de Hangzhou. Mais on réalise toujours pas. On arrive, on voit un peu le décor et on voit ah ouais t'as des gratte-ciels partout, c'est comme ça. En mode, c'est l'excitation aussi tu vois. À l'hôtel, hôtel de ouf, on était tout choqués, on était en mode l'hôtel de fou malade, on avait des chambres de ouf. Et là on réalise un peu que c'est en mode putain on a l'impression de ressembler à des athlètes de ouf quoi, genre en mode c'est stylé tu vois. Donc on se pose, on dort. Et le lendemain, du coup, le coach commence à faire un peu le programme de ce qui va se passer. Et ouais, non, on est en mode là, ça va commencer, petite pression. Ok. Mais on réalise pas tout. Parce que quand t'arrives, t'as combien de temps pour de gérer ton jet lag, ta fatigue On est arrivé 2 ou 3 jours avant. Ok. Donc il y a eu un jour, une après-midi, non même, ouais, une matinée entière où on a visité un peu. Des visites guidées et tout. Donc forcément on allait en Chine, on n'allait pas juste jouer quoi, on a visité un peu la ville, c'est une expérience de fou. Comment du coup vous avez vécu ce voyage en Chine à ses côtés et est-ce que pour vous en tant que parent c'était un moment particulier? Alors oui, en tant que parent c'était particulier parce que en fait on était là mais pas avec eux, pas avec Elage. Je me rappelle que le staff équipe de France disait bon les parents vous avez le droit de voir vos enfants de temps en temps, mais pas trop. Ils sont vraiment dans leur bulle d'entraînement et de concentration. Et c'est vrai qu'au début, on se dit on a fait 14 heures de vol pour finalement se taper une bise, quoi, c'est tout. Et au début, c'était un petit peu difficile. Mais en fait, on a vite compris que c'était la clé de la réussite, peu importe le résultat, mais que oui, il fallait vraiment rester focus, qu'il y a vraiment une rigueur, une hygiène, que ça soit en termes de sommeil, d'alimentation, de rythme, ça c'est vraiment impressionnant. On ne peut pas imaginer tout ce que réclame le sport de haut niveau en termes d'organisation sur tous les plans. Et donc voilà, nous on a respecté les consignes du coach Camin, qui a aussi eu un rôle vraiment très important pour Elage, pour nous, bien sûr pour l'équipe. Mais après, une fois qu'on est arrivé, on a rencontré les familles, justement le staff, on s'est senti en confiance et puis on se retrouvait sur les terrains. Donc on était en bleu, blanc, rouge, on supportait et puis à la fin du match, on avait le petit bisou avec un peu de chance. Ah oui, ok, c'était à ce moment-là. Ah oui. Ok, je savais pas qu'il était dans une bulle. Ah ouais, non, on a. C'est logique que c'est. Je crois qu'on n'a pas mangé une seule fois ensemble. Ah oui. On a dû regarder 1 ou 2 matchs des autres équipes de France en fin de compétition parce que voilà, ils étaient en relâche. Mais ah oui, non, au début, c'est vraiment, on se croisait. Ah oui. Quand on est arrivé en Chine, donc on est arrivé à Shanghai, il a fallu qu'on se déplace jusqu'au lieu de la compétition. Ouais. Et on a attendu 1 heure devant le village sportif pour espérer le croiser, quoi. Ah ouais. Ouais. Ok, ah oui, c'est vraiment professionnel. Ah oui. Ouais. Mais vous, ça vous a fait quoi de le voir comme un... là, c'est un professionnel, un athlète professionnel. Qu'est-ce que ça... oui, forcément, on est très très fiers. Surtout au moment du match, en fait, c'est là où voilà, on s'exprime, on éclate, quoi. À un moment donné, j'ai dû dire, quand un jour il a marqué, j'ai fait « c'est mon fils !» C'est des réactions qui sont très presque animales, quoi. C'est vraiment les tripes qui parlent, quoi. Ouais. Et on arrive là-bas, on a 2 entraînements, je crois. 2 entraînements, ouais. En plus, on a eu des galères parce qu'on n'avait pas nos valises. On a eu un problème de valises qui sont restées à l'aéroport pendant un jour, donc on n'avait pas d'affaires pour s'entraîner, on a volé les affaires des autres et tout. Enfin, ils nous ont prêté des affaires. On avait quand même notre matériel. Il faut savoir que notre matériel, on en a envoyé 3 mois avant. Donc on a envoyé 2 pagaies chacun, voire 3 pour les gardiens. Par bateau. Et avec les bateaux aussi. Ouais. C'était dans un container, donc on les envoyait par bateau dans un container, dans un gros container de kayak, quoi.
Et du coup on les récupère, on redécouvre entre guillemets notre matériel, parce que après c'est la galère pour avoir du double, parce que ça coûte quand même super cher le matériel de kayak. Et du coup on est content de retrouver nos matos quoi. On monte sur l'eau, bon, bonne sensation. Peut-être pas pour tout le monde, parce que du coup avec le décalage horaire il y en a qui sont fatigués. Moi je l'ai plutôt bien vécu. J'étais en mode vas-y là tu donnes tout. C'est vraiment, enfin tu donnes tout. Non, je donne pas tout parce qu'il faudra tout donner sur la compète, mais en mode faut que tu kiffes. Du coup forcément on s'entraîne, c'est un peu dur. Notre coach il est pas forcément hyper content de ce qu'on fait sur les entraînements, ce qui est totalement normal, hein. Il y a la saison dans les pattes quand même. On s'entraîne et après il y a le jour de compétition qui arrive quoi. Ok, donc si je résume ton ressenti, pour tout le monde aussi, c'est excitation, pression, fatigue. Pression, fatigue, découverte, nouveau monde. C'est ça, voilà. T'es à l'autre bout du monde, hein. Ouais. T'es à l'autre bout du monde. Et la veille du coup de la compétition, vous êtes prêts, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit le coach? On est surexcité. Ok. On est en mode, les gars, on y va, on monte sur l'eau. À partir du moment où on met notre casque, nous on dit on met notre armure. Ça veut dire on met le gilet, casque, c'est l'armure. Armure du combattant, on arrive, bam, on casse tout, tu vois. Du coup on est en mode là faut tout casser quoi. Et quand t'arrives du coup c'est des qualifications, ça se passe comment le tournoi genre? Ouais, c'est des poules. Okay. En fait il y a 20 teams nous dans les 21. Ça se passe par poule. Et du coup faut passer les paliers quoi, step by step. Et après on arrive 8ème, quart, demi, et il y a les finales après. Et du coup en fait ce qui se passe c'est que on performe vraiment sur l'eau. On fait pas des matchs parfaits, mais on performe vraiment. On sent qu'on est un peu au-dessus quand même des premières équipes contre lesquelles on joue. Il faut savoir qu'il y a 4-5 gros faves. En fait on n'était pas forcément dans la même poule. On arrive, on gagne nos matchs de vraiment plus 5 quasiment à chaque fois. Le premier match il se passe bien? Premier match passe très bien, deuxième match très bien. En fait on avait 2 matchs par jour. Premier, deuxième très très bien. Donc forcément mise en confiance tout de suite. Et tous les autres matchs qu'on a fait, je me rappelle plus exactement, on a fait une dizaine de matchs. Et on en perf 7-8 quoi. Et du coup on tombe aussi quand même sur une équipe la Grande-Bretagne qui nous met en difficulté, on fait une égalité d'ailleurs, on fait 3-3. Et là on se rend compte que en fait c'était quand même assez simple du coup avant. Et là une équipe qui est un peu plus forte, on est en mode on bégaye là. Donc faut qu'on se réveille quoi. Forcément ça nous met un petit coup de pression. Donc la mise en confiance elle redescend un peu si tu veux. Du coup en voyant jouer, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'il était différent sur l'eau, dans son élément? Comment vous l'avez vu lui sur le terrain? Alors sur le terrain, il est dans le contrôle, il est dans la concentration. Donc oui, forcément, physiquement je le reconnais. Mais c'est vrai en termes de comportement, c'est plus l'âge, c'est un sportif. Qui se comporte comme il l'a appris ou comme ils se sont accordés en équipe avec tout ce qui relève de la stratégie, le collectif, les exercices. Bon, ça me dépasse, je connais pas. Des fois il me dit tu vois on a fait comme ça parce que moi je vois pas tout ça honnêtement. Tu peux un peu expliquer aussi mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta routine avec les gars entre les matchs? Quand ça gagne, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous allez viser? Est-ce que vous entraînez? Fatigue? Non, la plupart du temps en fait, faut savoir qu'il y a les autres équipes qui jouent. Donc quand on pouvait on allait les voir. Forcément on supporte la France, normal. Mais le coach il voulait quand même qu'on reste raisonnable et qu'on n'économise pas d'énergie pour rien, parce que c'est de l'énergie hyper précieuse pour la suite. Du coup la plupart du temps on rentrait à l'hôtel, on allait soit on dormait, parce qu'en vrai on dormait souvent. On faisait des siestes et tout, c'est hyper important les siestes, on faisait soit des siestes stratégiques 20 minutes, 1h, 1h20 et tout. Et aussi on allait voir entre deux les kinés, le soir il y avait les kinés aussi qui venaient beaucoup, parce que forcément tu commences à avoir des douleurs et tout, musculairement quand tu enchaînes des compètes comme ça, et puis avec le stress, la pression, t'as tout de suite l'impression que ça vient plus vite, hein, c'est peut-être mental mais c'est réel. Et du coup, quand on gagne, après on se pose, on est entre nous, on parle, on mange. Important, on mange, on s'hydrate, on est entre nous quoi. C'est important parce que rester entre nous, ça fait que renforcer les liens en fait. Il y a eu des petits couacs dans l'équipe
ça arrive de temps en temps parce que il y en a qui arrivent en retard, il y en a qui... C'est difficile de tous être nickel, carré, tu vois. Sauf qu'il faut, sur une compétition comme ça, il faut. Et c'est ce que notre coach tenait vraiment, que ça se passe bien comme ça. Donc il fallait qu'on reste ensemble. Il y a eu des galères aussi de bateau, j'ai des coéquipiers qui ont des sièges qui ont pété et tout, enfin bref. Et du coup, ça a été des petits moments où ça nous a peut-être coûté cher pour la suite, je sais pas. Mais ouais, faut qu'on reste ensemble, faut perdre le moins d'énergie. Ok, donc beaucoup de matchs réussis, la C'est confiance qui se gagne, peut-être même un peu trop. Exact. Et on est en mode, là faut aller chercher les autres matchs. On joue les autres matchs, on fait des très bonnes prestations. On se retrouve en quart. Du coup le Danemark a très bien performé l'année dernière, qui est une très bonne équipe. En soi c'est de la peur, non, pas de la peur. Parce qu'on n'a pas peur quand on y va, on est en mode on va les éteindre, on va les abattre. Tu vois. Et de toute façon il fallait. Du coup on y va, on joue et match hyper serré et au final on gagne de +2 je crois. Donc en gros on passe le Danemark en quart quoi, c'est compliqué. C'est un beau match, c'était difficile, on passe en quart et du coup on se retrouve en demi. Et le match c'est un match qui m'a marqué d'ailleurs ce match-là parce que on gagne et t'avais tous les Danois au bord, les supporters qui étaient en mode mais attendez ça se trouve vous allez passer aussi parce que suite à la poule qu'il y avait eu, le goal average et tout, il y a moyen qu'ils passaient quand même en demi, même s'ils perdaient contre nous. S'ils passent c'est stylé d'eau, tu vois, parce que nous on passe, eux ils passent, en fait on s'entend vraiment très bien avec les Danemark. Et du coup c'est nos potes en fait. Et du coup on voit qu'ils passent du coup, mais en fait on est tous contents parce que nous du coup on passe en demi, on est trop refaits. Eux ils passent en demi, ils sont trop refaits, donc en fait t'avais principalement les supporters français et danois qui étaient au bord du terrain et qui étaient en mode ouais. Et nous on était en mode avec les Danois, ouais les gars on est trop fiers pour vous et tout, c'est trop bien quoi. Donc ouais, voilà. Trop bien. Ouais de ouf, c'était beau souvenir. Là du coup t'en es au passage en demi-finale tu vois. Ouais. Et du coup, genre là comment tu l'appréhendes la demi-finale, sachant qu'aussi il y a ta famille qui est là, donc c'est quand même assez bien d'avoir une énergie comme ça à côté qui peut-être t'a poussé vers le haut. Toi d'ailleurs t'as fait une compétition, t'as fini meilleur scoreur. Ouais. Donc on en parlera après. Ouais. Mais avec l'équipe déjà, comment vous l'appréhendez genre la demi-finale? Et bah du coup on passe en demi et on est en mode c'est un truc de ouf. Et là on apprend qu'on passe en demi contre un des faves de la compétition. Donc c'était l'Espagne. L'Espagne qui sont très bons, qui sont champions du monde en 2022 et U21. Qui sont 4e ou 5e aux Europes de l'année dernière. Et donc une très grosse équipe, hein, vraiment. Il y en a, ils jouent depuis 4 ans, depuis leur plus jeune âge. Et du coup on arrive sur la préparation et tout. Donc ça joue au mental, hein, beaucoup au mental. Notre coach qui dit va falloir être fort, hein, de toute façon notre coach est un malade. Sur le bord du terrain et tout, il était fou, il crie, mais nous aussi on était fous. Nous faut pas nous voir quand on est ensemble. Ah ouais? Quand on est ensemble, pourquoi? Des animaux. Ah ouais? Nous on est des animaux. On est là, on crie et tout, on se tape dans le dos. Limite on se bat. On se bat pas parce que c'est une perte d'énergie. Mais on est fous. Il y a de la fougue, il y a de l'énergie quoi. C'est une condition de ouf. J'ai jamais ressenti ça, vécu ça de toute ma vie. C'est la meilleure sensation que j'ai eue de toute ma vie. C'est mes potes, on a tous la même tranche d'âge, on est tous dans le même délire. Et on est des malades. Et en même temps tu vas à la guerre un peu. On va à la guerre. Tu vas à la guerre. Et on va à la guerre. Donc forcément on se dit là on va à la guerre contre les Espagnols, tu vois. Et du coup dans l'attente on est fou. On fait notre cri de guerre. On est là notre cri de guerre, on le kiffe, on le fait tout le temps. On fait nos cris de guerre, on crie, on est là, tu vois, on est prêt. Et bah forcément t'as le check de tout le monde, allez les gars, la tape dans le dos et tout, le discours du coach, la préparation du schéma, les stats, il y a plein de choses à mettre en place. Mais avant tout ça joue au mental. Parce que si tu dérailles, si tu veux être un peu individualiste, c'est mort. C'est mort. Et moi je sais qu'en plus je l'ai beaucoup été dans le passé et que j'ai énormément travaillé là-dessus et mon coach d'ailleurs m'a énormément aidé à travailler là-dessus, mes deux coachs. Et là on arrive en demi quoi. Donc on joue la demi, forcément il y a beaucoup de gens qui viennent voir le match parce que c'est un gros match. C'était un peu entre guillemets la finale avant l'heure. Hein. Et on fait un match de fou. Hein.
We're underway then, so who has the edge here? It looks like Ruas has a slight edge. He does. Does he get to the ball first? No, he leaves it behind him, and it's Del Campo that comes away with possession. So can they get away on the break here? Can Adey find a ball? He does find it through to Ruas. Can Ruas take the shot and take the lead for France? Goal! The big two-handed celebration Trust at this level of competition. So Aguila on the left-hand side. Moi j'ai eu une grosse déception par rapport à ce match parce que j'ai fait des erreurs individuelles, personnelles. Pour moi, on coûtait cher à l'équipe. Mais après j'ai réussi à être résilient, c'est aussi un mot que mon coach utilise beaucoup, que j'aime bien. Il faut être résilient, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, il faut passer à la suite. Sinon tu n'avanceras jamais. Et ça se passe comme ça dans la vie de tous les jours en fait. Dans la vie de tous les jours, il faut être résilient. Sinon, si tu restes bloqué sur des trucs, des choses qu'on t'a dit, des choses que t'as faites, bah t'avanceras jamais. T'apprends de ces erreurs-là, des erreurs ou pas d'ailleurs, mais ouais, faut être résilient. Et je pense que j'ai su être résilient. J'ai mis un peu de temps, mais j'ai su. Du coup, on arrive sur la demi, on joue le match. Le match, je crois qu'on ouvre le score. Hein. On ouvre 1-2-0. Après, l'Espagne qui remarque un but. Zambrano, what a big mistake that is. Can Spain finish? Goal for Spain! Oh! And then Day... We're still up there. He actually lost in that sequence where he lost. Là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Moi, je fais un truc de merde avec ma faillite en arrière. C'est un but gratos pour eux. C'est le premier but qu'ils mettent. Et là, c'est compliqué. Mentalement, moi, je craque un peu. Je sors du terrain. Il y en a quelques-uns qui craquent aussi. Mon coach qui vient me voir, il me fait faut se réveiller là. Mais il me dit pas comme ça. Hein. Il me dit pas méchamment non plus. Mais il se le dit en mode les gars, c'est maintenant que ça joue. C'est maintenant. Si vous voulez aller en finale, c'est maintenant. Donc il reste plus beaucoup de temps et tout. 2-2, il marque le 3. They've moved the stands back here today to make more space. Roche, nice ball across the left-hand side. Can they regather this? They can. Back out. It comes to Aguila. Aguila! Slow ball shot and goal! And it's good. Et là, on est au bout de notre vie, c'est compliqué quoi. Et du coup, il reste plus beaucoup de temps. Je re-rentre sur le terrain. Il reste 1 minute, tu vois. Et là, je suis en mode. De toute façon, dans le polo, c'est ça, dans tous les sports, c'est ça. Faut prendre des risques. Quand tu perds, faut prendre des risques. C'est comme ça que tu peux potentiellement revenir au score. Donc, je prends le risque. On récupère la balle, je reçois une balle de mon gardien en l'air, je la récupère. 2 mecs derrière mon pote qui est presque tout seul pour aller vers le but. Je fais vas-y, je la tente. Je fais une passe comme ça, on appelle ça un revers, quand on envoie sur le côté comme ça. Et elle passe par les mains de l'Espagnol, il la zip de ouf. Elle passe sur sa pagaie, ça slide, je sais pas ce que ça fait. Et là j'ai fait mais ouais, c'est une dinguerie. Et là le mec il la reçoit dans les mains. La dinguerie. Donc là on revient à 3-2. Il me semble que c'était ça le score, en 3-2. Et là on est en mode, il reste quoi, 50, même moins de 50 secondes, moins de 40, je sais plus. Et on arrive, en fait on presse, donc en fait on fait une individuelle, donc ça veut dire que chaque joueur a chaque joueur, tu vois. Okay. Et du coup bah on se donne tous à fond pour démonter les mecs. Ça veut dire qu'on pagaie, on passe dessous, on y va à fond, faut les tuer, tu vois. Faut récupérer le ballon à tout prix, marquer pour égaliser. Bon, c'est un pressing collectif. Okay. C'est un pressing collectif, mais au kayak c'est beaucoup plus brutal. Ouais. C'est plus brutal parce que t'as les coups de pagaie, t'as les coups de cordes, de bateaux, de gilets, ça s'arrache. C'est violent. Et du coup on est là en mode on récupère et tout machin. Et en fait le pressing marche super bien. C'est-à-dire qu'on les emmène dans leur côté de terrain mais sous leur cage. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la difficulté. Et moi je fais vas-y, t'as des fautes au kayak, tu vois. Je fais vas-y, je tente la faute. En fait je tape dans la balle. Le mec il a le ballon comme ça, tu vois. Je tape dans la balle. Elle revient dans les mains, dans l'eau. Mon gardien qui arrive à la voir, tu vois. Donc ça fait 3 passages de main, ça passe par le centro et après il me la redonne. Sauf que moi je suis en arrière. Du coup je suis en mode qu'est-ce que je fais? Et je me dis vas-y, je la tente. De toute façon dans ta tête t'as pas le temps de réfléchir. Là il restait 3 secondes. Hein. Ouais. 3-4 secondes, on récupère le ballon, on est devant le but. Hein. Okay. On est devant le but, il y a le gardien, mais pas trop bien placé, tu vois. Je prends le ballon, je tire comme as en arrière. Ouais. Sachant que en vrai mon revers je le maîtrise plutôt bien, tu vois. C'est pas un truc que j'ai travaillé.
T'es vraiment derrière, en fait tu prends le ballon et vraiment t'envoies comme ça, t'envoies une sacoche en arrière, tu vois. Et c'est difficile à mettre comme but. Et du coup je suis en mode, si je la mets pas là, c'est mort, c'est fini. Mais tout ça en une fraction de seconde. Mais mec, ça c'est même pas en une fraction de seconde. Le temps il est ralenti un peu ou... Il est accéléré. Ah ouais? Le temps il est pas ralenti, il est accéléré. T'as plus de pression, Enfin, on a tous ressenti la pression. On est en mode... Dans la vie de tous les jours, quand on est stressé, quand on a la pression, faut que ça se passe vite. Et là, non, je suis en mode... Je tire. Is there a foul there? No! It's not been given us a foul, it's been given us a clean run off the bar with the back. Barre du bas. Donc elle tape la barre du bas. Et là, je suis en mode putain. Et elle revient dans les mains de mon goal. Ça veut dire que l'effet de rebondi, il arrive direct dans les mains de mon goal. Mon goal, il tire. Bon, il la met au-dessus. Oh, what an opportunity! Oh, that is absolutely raging. That's it. That's all. That's the game. The game runs out. Oh, what an opportunity at the end there was there for France to tie that. Comment vous l'avez vu gérer cette épreuve de la défaite? Moi, j'y crois toujours. Je suis très supportrice. Et peu importe le résultat, ça m'est égal. Par contre, voir sa tristesse, ça m'a vraiment touchée, ouais. Il était très 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 triste. Et forcément, toute la culpabilité, se sentir responsable, se poser 1000 questions, qu'est-ce que j'ai fait ou pas, bien ou mal. Ouais, c'était difficile et j'avais peur pour lui parce que j'ai bien conscience de l'investissement physique, mental, mais psychologiquement. De tels efforts, un tel investissement. Alors quand effectivement on gagne, c'est super. Quand on perd, moi j'ai bien en tête du risque de mal-être. Et j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit, oh, il est à l'autre bout du monde. Heureusement qu'on est là en fait. Je me suis dit. Parce que même si effectivement on se voit pas, et d'ailleurs peut-être qu'il avait pas envie de nous voir à ce moment-là parce qu'il avait encore moins envie d'échouer alors que sa famille s'était déplacée. Mais ouais, j'ai tout de suite ressenti ça. Je fais, au moins je suis là. La fin, hyper vénère, trop le seum. On est en mode, ça y est, on n'ira pas chercher la première médaille qu'on voulait quoi. So I hope no. And then Day throwing, I think the goal was pretty undefended. That was the one. That was the one. There was a man between them. Yeah, but wow, what a semi-final. But I think Spain, throughout the game, were the better team. At their home championships here, they're guaranteed for making a semi-final to beat that. Forcément, les émotions, elles arrivent. T'en as qui sont tristes, t'en as qui sont énervés. Tu réalises pas trop, mais pas trop. Et là, t'es en mode, rien que là d'en parler, j'ai les frissons de ouf, je te jure. Non, c'est dur. Hein. Moi, je me rappelle, j'ai fait un geste qui est pas du tout sportif. Et c'est comme ça, c'était plus fort que moi. Je prends la pagaie, je la jette, je la balance. En plus, pas de chance, la proba que la pagaie avec tout droit, elle fait tout le terrain. Elle arrive au niveau d'un joueur. Le joueur, il esquive, donc c'est un espagnol, et heureusement que ça va chez l'espagnol. Et au final, il y avait un pote à voir, un coéquipier, qui se la prend dans le menton. Là. Donc ça lui ouvre le menton. Sauf que sur le coup, je vois pas, je le vois, je sais pas, 2 minutes après. Donc après, t'as toutes les émotions, hein. Ton corps, il sait pas comment réagir, hein. Tu pleures. T'es énervé, t'as de la frustration surtout moi, qui fait la barre du bas à la fin. Enfin, je veux dire, là je le marquais, on allait au prolong, peut-être qu'on gagnait le match, peut-être qu'on allait en finale, peut-être qu'on gagnait la finale, peut-être qu'on perdait la finale. Tu vois, moi je me suis posé 1000 questions après. Mais ça c'était après toutes les émotions qui arrivent. Et je vois, on sort de l'eau, on met hyper longtemps à sortir de l'eau, le public français qui nous applaudit parce que c'était un très beau match. Hein. Et nous, sur le moment, t'as pas envie d'accepter. Hein. T'es en mode, c'est trop dur. C'est trop dur. Tu sors de l'eau, tu vas poser ton kayak et tout. T'as tes potes qui s'effondrent un par un. J'avais 2-3 potes devant moi. Tombé, tu pleures, t'es au bout de ta vie. Du coup, tes émotions, elles sont démultipliées. Forcément, on a tous pleuré. Hein.
tous au bout de notre vie. Les coachs, l'équipe, même moi, mes parents. Enfin, c'est dur. Là, j'en ai les frissons d'en parler. Hein. C'était un titre qu'on voulait aller chercher depuis la première sélection. C'était très compliqué. Ok. Mais genre plus sur ce qui se passait entre la demi-finale et la petite finale du coup. Genre pourquoi toi tu as voulu porter le chapeau de ce match, tu vois? Parce qu'en soi c'est collectif. Ouais. C'est collectif. Ouais, c'est une défaite collective. J'ai voulu porter le chapeau parce que je pense pas que j'avais la maturité pour me dire c'est de la faute de toute l'équipe. Moi j'ai loupé le dernier but, j'ai donné une passe D à l'équipe adverse, j'ai fait 2 conneries qui me coûtaient cher. C'est de ma faute. J'étais en mode comme ça. Il y a une part de vérité. C'est un peu de ma faute. Mais voilà, ça s'est passé comme ça et j'aurais peut-être mise, ça aurait été pas pareil forcément. Mais forcément tu veux entre guillemets un peu porter le chapeau. Et mon coach m'a dit mais enlève-toi ça de la tête. C'est pas parce que t'as fait une ou 2 erreurs, on a tous fait des erreurs. Le taf on l'avait fait avant de venir en demi. Maintenant on a perdu ensemble. Du coup t'as eu la phase remplie d'émotions, après tu t'es posé 1000 questions et tout. Comment t'as réussi à te relever de ça, à t'écarter de toutes ces over-pensées, tu vois, de trop penser. Ouais. Comment mentalement t'as relevé la pente? C'est vrai que mentalement, pour nous tous, le moral collectif et individuel était à 0. Mais même plus bas que 0 sous terre. Et du coup, c'est là que notre coach, il est incroyable là-dessus. C'est qu'il nous fait un discours, quoi. Un discours de bonhomme, de patron. D'où le mot la résilience. Et là, fallait qu'il y ait une résilience collective. Et individuelle aussi d'ailleurs. Mais fallait qu'on se relève parce qu'on avait encore un match à jouer. Il y avait encore une médaille à aller chercher. Une médaille, c'est pas rien. Donc voilà, il y a plusieurs discours. On mange juste après notre match. On parle pas beaucoup. On essaye de faire un ressenti des émotions, mais c'est compliqué. Et sur une table ronde, on se regarde. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui sont pas bien. Il y en a ça va, ils arrivent à bien digérer le truc, quoi. Pour les plus forts mentalement, hein, parce que c'est vraiment compliqué. Hein. Et du coup, on rentre à l'hôtel, on se refait un brief pour le match qu'on allait jouer après, du coup, parce que c'était le même jour. Et non, il y a eu 2 heures, quoi, entre les deux. Et il y a eu 2 heures, il y a eu 2 vraies heures où t'as eu 1 heure où c'était dur et 1 heure où on est reparti en mode combattant. Donc vraiment notre coach qui nous fait un discours, on va se relever les gars. On n'arrête pas là, c'est pas terminé. En mode là on va pas abandonner, on n'est pas venu en Chine pour faire 4ème. L'année dernière aux Europes on a fait 4ème, on revoit pas le même parcours. Hein. C'est l'enfer de revoir un parcours que t'as entre guillemets échoué. Non, on voulait pas ça, moi je voulais pas ça. Le coach voulait pas ça, personne voulait ça. Donc on se déterre. Et c'est là que tu vois qu'on est vraiment hyper soudés dans notre équipe. On se serre les coudes, on fait notre cri de guerre. On repart à la guerre, quoi. On repart à la bataille. Allez les gars, on y va. On retourne faire notre petite finale du coup, pour la 3ème, 4ème place. On savait que ça allait être dur, hein, parce que mentalement, déjà c'était compliqué. Et on tombe contre un autre fave en plus du championnat, l'Italie, qui est une très très bonne nation aussi. Et on s'est dit, ça va être dur les gars, ça va être très très dur. Et on fait un match de ouf. On arrive à être très 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 résilients tous. Il n'y a pas d'individualité, on joue tous collectif. Et au final, on fait un match de fou, on fait un +2, +3 je crois. Avec la haine. Avec la haine de ouf, on avait la rage. Je te dis, on était des animaux. Ouais. Enfin moi mon coach, je me rappelle encore, on s'en rappelle tous. Sur le bord, t'es là, il tapait sur le sol, tu vois, t'as les sols flottants. On va la chercher. Parce que c'était tendu quand même sur la première mi-temps. Au final après, on déroule, on a déroulé, tu vois. Non, c'était un match de ouf. Et forcément. L'ascenseur émotionnel quoi du coup. C'était un ascenseur de ouf. C'était le même jour ou le lendemain? C'était le même jour. Ah oui, ok. 2 heures après. Okay. 2 heures après l'avoir perdu. Ah ouais, donc tu passes par une journée avec des phases de ouf. Ça devait être fou à vivre ça. Ouais, ouais, je sais même pas si ça se décrit. Non,
c'est un truc de ouf. Ouais, c'est pas le commun de tout le monde de vivre ce genre de truc. Bah non. Mais après, ce que je comprends en plus, c'est que à partir de la demi-finale, c'est que du mental en fait. Ah bah ouais, ça joue beaucoup. Le travail, il est même pas physique, tu l'as déjà fait depuis des mois, ta préparation. De ouf. C'est ça que en fait, quand on voit la télé, souvent les athlètes, tu vois souvent les performances. Ouais, c'est ça. Mais tu vois jamais, tu t'entends pas trop parler du mental et Bien tout. sûr. C'est ce qui est limite le plus important en Et fait bien dans sûr, la c'est tête. toute la préparation, c'est toute l'enfance que tu as eu aussi, ça joue sur plein de choses. Et les gens, forcément les plus connus, c'est ceux qui font des perfs sur les épreuves les plus connues, comme les JO par exemple. Est-ce que vous avez pu lui parler juste après la petite finale? Donc, entre le podium et le match. Très peu. Hein. Et vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit que c'était pas grave. Que c'était très bien déjà. Il était dans une mentalité plus... Il était en colère. Ok. Et je lui ai dit aussi de se calmer. Parce qu'il avait lancé sa pagaie. Ouais. Non, ça c'était... J'étais pas d'accord avec ça, mais bon, je le comprends. Je le comprends. Ok. Mais j'ai essayé, je pense, un peu de le remettre, de le recanaliser, quoi. Et bien sûr, de le réconforter. Surtout, il faut savoir, je pense, savourer cette médaille que tu as eue quand même, parce que c'est aussi pas forcément la finalité, mais le travail derrière que tu as fait qui est à savourer, tu vois. Carrément. T'arrives, tu rentres chez toi, tu te rends pas trop compte. Les gens te disent, tu commences à mettre un peu de contenu sur les réseaux, et là les gens te disent, c'est bien mec. Quand on est rentré de Chine, il y a plein de gens qui m'ont dit, en fait nous on s'en rendait pas compte comment c'était suivi ici par nos proches. Ah oui. Parce qu'on était là-bas, en plus avec le décalage horaire, on communiquait peu. Oui. Donc eux ils regardaient les matchs en replay ou dans la nuit, on recevait des messages, mais alors la communication c'était compliqué. Et puis c'était pas notre objectif premier. Et quand on est rentré, on a eu des appels, des coups de fil. Tout le monde nous a dit mais c'est formidable, on a suivi, mais c'est génial, bravo Elage, bravo. En fait c'est presque au retour qu'on s'est dit waouh, on a vécu quelque chose d'incroyable. Et puis on se pensait tout seul, mais on n'était pas du tout seul en fait. Il y avait vraiment beaucoup de supporters en France, donc ça c'est chouette. C'est une dinguerie quand même. T'es 3ème championnat du monde, kayak polo, bon c'est pas hyper connu, ça commence à se développer, c'est pas mal. En plus t'es meilleur buteur. Attends, c'était pas mal ça. Est-ce que tu peux nous montrer du coup le petit trophée? Du coup, ça tu nous as pas dit, mais t'as fini du coup meilleur scoreur. Ouais. Avec combien de buts et qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que ça représente pour toi du coup ce trophée là? Ce trophée pour moi il est avant tout collectif. Parce que dans chaque sport collectif, il y a une individualité, une différence, on n'a pas le même niveau, on n'a pas les mêmes atouts, les mêmes performances. Moi je suis quelqu'un de hyper compétiteur. Et souvent je me dis dans ma tête, si tu veux être comme ça, tu fais ça, et tu l'auras. Mais en vrai ça marche pas comme ça. En vrai, faut que tout d'abord passe par ton équipe. Ça veut dire que moi j'avais aucun objectif. À part avoir la médaille d'or, j'avais aucun objectif en arrivant ici. Et à aucun moment je me suis dit je vais être meilleur buteur. À aucun moment. Mais vraiment pas. Et même pendant la compétition, vers la fin, je me suis jamais dit j'étais top scorer, je le voyais. Et il y en avait un autre qui me serrait bien d'ailleurs, et je m'en foutais s'il me dépassait. Parce que lui peut-être que c'était son objectif, mais moi c'était pas mon objectif du tout. Et ce que je dirais jamais assez, c'est grâce à mon équipe. Ce trophée il est individuel, mais avant tout il est collectif pour moi. C'est vraiment toute mon équipe qui l'a gagné quoi. Et forcément j'en suis fier. C'est un trophée que t'as, en plus le dernier but qui fait que je suis meilleur scoreur et pas à égalité avec le mec de derrière moi, c'est le match contre l'Italie où je marque à 30 secondes de la fin quoi. Ce qui me permet de détenir le trophée quoi. Donc forcément là je savais même pas qu'il y avait une récompense en fait. Et du coup tu montes il t'appelle en fait, tu montes sur le truc, t'es tout seul sur le truc, il y a plein de gens devant toi, il y a quelques photographes, le décor il était incroyable, il y avait un podium de ouf. Tu sais c'est futuriste là. Ouais, même après les JO que t'as regardé à la télé, tu te dis waouh, moi aussi je suis c'était sur la scène. C'était quand même similaire. C'était très similaire. Ça n'a pas la même équipe mais avec l'organisation ça mettait vraiment en valeur la chose. Tu vois. Du coup
j'étais en mode sur le podium. Je suis de A à Z, de toute façon, le podium, je crois que j'ai tiré un peu la gueule. Parce que forcément, t'avais la déception. J'avais trop la rage encore, j'étais déçu. Déçu, triste, tout ce que tu veux. Mais maintenant que je me rends compte, c'est quand même un bête de trophée. Et quand je monte tout seul sur la scène pour la remise de ce trophée-là, je tenais à faire le cri de guerre collectif. Donc en fait, c'est moi qui lance le cri de guerre dans l'équipe. Donc c'est Team Fra, mais en mode des animaux, tu vois. Okay. Et du coup, je gueule le truc Team et il y a toute mon équipe qui me suit, qui sont derrière au sein des autres équipes en fait, et qui disent tous Fra. Et ça m'a hyper marqué, ça m'a vraiment marqué. Ça m'a donné des frissons et en fait, j'étais trop content qu'ils m'aient suivi là-dessus parce que je te dis, le trophée, c'est pas que pour moi, c'est aussi avec eux. C'est intéressant. Et il y avait un capitaine du coup? Ouais, il y avait un capitaine, c'est un joueur d'Avranches de Normandie, donc dédicace à Maxime. Tu le connais bien du coup Ouais, je le connais bien parce que du coup, le dispositif régional d'excellence, dès tout petit, on a commencé avec eux en fait. Ouais. Les Normands, c'était les Normands, la région de Normandie, donc forcément, on se regroupait, on faisait les stages de polo ensemble. Okay. Comment vous avez réagi en apprenant qu'il était le meilleur buteur du tournoi? Alors j'étais très très étonnée parce que on savait pas que déjà il y avait un classement de meilleurs buteurs. Les filles étaient passées avant, donc on avait vu que une fille, je crois que c'était 2 filles ex aequo, je suis plus sûre, et qui avait été récompensée. Donc je me dis c'est chouette aussi. Mais par contre, ça m'avait pas traversé l'esprit que ça soit Elage quoi. Puis en plus, c'est vrai que Elage, Elage Ndiaye prononcé par un chinois, on comprend pas tout de suite en fait. Donc et je sais pas comment ça s'est fait en fait, ça a été tellement rapide et j'ai vu Elage tout seul sur scène avec son trophée, c'était merveilleux. Ouais, vous avez pas trop réalisé sur le moment quoi. Non. Petite surprise. Ah oui, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ok. D'ailleurs, quand il l'a reçu, il l'a fait comme ça, avec l'équipe qui était devant. Donc c'est vraiment... Oui, et puis de sa place aussi dans le jeu, forcément, il marque. Mais il marque grâce à des passes. Et ça, il en a tout à fait conscience. Et est-ce que du coup, ce trophée, il t'a pas aidé aussi à remonter la pente par rapport au dernier match, l'avant-dernier match du coup contre l'Espagne où tu t'es un peu monté la tête sur ta performance? Est-ce qu'il t'a pas aidé à te dire voilà, j'ai quand même pas mal contribué et ça me fait plaisir quoi. Ouais, exactement, ça m'a aidé, hein. Ça m'a aidé, ça m'a remonté le moral, ça m'a remonté la pente aussi de se dire que ok, il y a des moments où tu as fait de la merde, de toute façon on peut pas être parfait, hein. Mais si t'as ce trophée aussi, c'est parce que tu l'as mérité. Donc ça veut dire que t'as pas fait un mauvais tournoi quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu as ressenti en montant sur le podium? Parce que tu en as parlé personnellement un petit peu de ton équipe, mais avec toute l'équipe à la fin de l'aventure quoi. Ouais, déjà il y en a un qui commence à être malade, donc il était pas bien. Après émotionnellement, quand même de la joie, hein. Tu vois les gens, t'as des équipes qui sont pas sur le podium, donc il faut les respecter aussi. Donc, tu peux pas faire la gueule parce que forcément t'es hyper déçu. T'es hyper déçu de pas être sur la marche qui est juste à côté de toi. La marche que je regarde en bas, mais d'ailleurs qui est en haut, parce que c'est la première place. Mais non, j'étais déçu. On était tous déçus. Mais on l'avait quand même cette médaille autour du cou. Donc collectivement c'était fort. Non, on était content. On avait nos bouquets de fleurs, on les lance en l'air et tout. Non, c'était... On a kiffé. C'est une bonne récompense, surtout déjà par tout l'investissement, je sais pas, chacun individuellement. Carrément. Et après de venir tous se regrouper en Chine à des milliers de kilomètres de chez soi. Grave, c'est fou. Ça fait plaisir, tu vois. C'est une aventure de ouf. Et surtout par rapport, j'imagine, à la déception de votre championnat d'Europe. Vous avez fini sur la 4ème place, c'est toujours mieux, voilà. Une évolution. C'était aussi ça, c'était pas de refaire le même parcours, de faire mieux qu'avant. Ça, il faut toujours faire mieux. Et puis, moi, c'est un objectif, c'est toujours faire mieux qu'avant. C'est ça, voilà, c'est ça. Du coup, lorsqu'il est monté sur le podium en tant que 3ème mondial, ce qui est quand même quelque chose d'énorme, c'était pas l'objectif premier, mais il est quand même sur la 3ème marche. Moi, je trouve ça très admirable, je suis très fier de lui. Et du coup, vous, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand vous l'avez vu monter sur le podium? C'était comme dans un rêve, hein. En plus, c'est vrai que les Chinois, ils savent organiser
Donc il y avait les lumières, la musique, le côté très très officiel aussi de la cérémonie, du podium. Donc c'était magnifique et pour moi il était sur la première marche. Hein. Ouais. C'est eux qui se sont trompés en fait. C'était des stars et cette équipe, elle est vraiment magnifique. Ils viennent des quatre coins de la France, ils se voient peu au final parce qu'ils évoluent tous chacun dans leur club, et de les voir monter comme ça tous ensemble en même temps sur le podium, c'était merveilleux quoi. On était très 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 fiers. Le kayak c'était aussi surtout pour tes valeurs, tes objectifs que tu voulais atteindre dans la vie, parce qu'il n'y a pas forcément de rémunération, c'est une grosse passion. Et du coup, justement, là, qu'est-ce que tu as appris comme leçon de vie que tu pourrais expliquer aux gens dans cette étape, tu vois, de la défaite, de l'échec, de tout ce travail, et qu'est-ce que tu as appris comme leçon de vie, tu vois? Bah, pour moi, si j'avais un message à passer, ça serait vraiment d'avoir des objectifs, des bons objectifs, de ne pas vouloir ressembler à des gens, et de se dire je vais être comme ça, je vais y arriver avec cette manière-là. Nous, dans le sport, quand on veut être premier, on n'est pas forcément. Mais par contre, on se donnera tout pour l'avoir après. Et du coup, là, par rapport à ce qui s'était passé au championnat du monde, moi, j'y suis très résilient. C'est-à-dire qu'une semaine après, il y avait la Coupe de France avec l'équipe de mon équipe club de Condé. On gagne la coupe, quoi. J'étais fatigué, j'ai dû me réadapter au niveau de jeu. Il fallait changer, c'est pas pareil, pas du tout. Et voilà, j'ai su me résilier juste grâce à cette coupe. Mais par contre, en rentrant 2 jours après, c'était dur. Faut lever les bras. Faut être résilient. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience? Déjà, ça permet de se faire progresser. Et en plus, c'est vraiment cool. Enfin, moi, j'ai passé 2 heures à parler avec un Néerlandais. C'est devenu mon pote. Enfin, on a tous des potes de partout, quoi. Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Allemagne. C'est trop cool. Enfin, ça permet aussi de voir une autre facette des gens, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont une culture différente, ils parlent différemment. Et puis il faut s'adapter à eux aussi, eux ils s'adaptent à toi parce que du coup ils savent que t'es pas ouf en anglais déjà, donc eux ils sont là en mode ouais vas-y, ils parlent moins vite, tu vois. Et puis on peut parler de ses stratégies, on peut parler de ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais comme études, est-ce que t'as une meuf, ta famille, machin. Et c'est vraiment cool, c'est hyper satisfaisant en fait de se dire que bah, tu rencontres des gens du monde entier et tu restes en contact avec eux. Et non, je trouve ça fou. Ça t'a ouvert l'esprit? Ouais, de ouf, mais j'ai toujours eu une ouverture d'esprit moi, là-dessus. Parce qu'en plus, moi j'ai des origines sénégalaises. Pour moi, si t'es pas ouvert d'esprit, c'est dommage. Il faut être ouvert d'esprit au monde. Faut pas rester centralisé sur ce qui se passe toi dans ta vie. Faut découvrir d'autres choses, découvrir des gens, découvrir des cultures, découvrir les pays, le monde. Faut faire. Et ça, le sport, ça me l'a permis aussi. Et c'est pour ça que je remercierai jamais assez ce sport pour tout ce qu'il m'a apporté. Et ce qui m'apportera plus tard d'ailleurs, que ce soit dans ma vie sportive, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Voilà. Je vais demander maintenant quels sont du coup tes projets et tes objectifs pour l'avenir dans le kayak polo. Parce que là c'est une bonne question. T'étais en U21 là. Ouais. Du coup j'ai 20 ans. U21 ça s'arrête à 21 ans, donc il me reste une année. Une année pour faire les championnats d'Europe et aller chercher la médaille d'or. Parce que celle-là on l'a vu. Hein. Celle-là si je l'ai pas, je serais très très déçu quand même. Faut aller chercher cette médaille dans un premier temps, donc faire la sélection, être pris en équipe de France parce que tout peut arriver, hein. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir la non-sélection. Et si je suis sélectionné, aller chercher cette médaille. Ensuite faire évoluer aussi un peu mon club avec mon l'équipe première. On a des objectifs de saison, c'est de performer. Donc à titre collectif et individuel aussi, faut performer. Et plus tard, ça serait d'intégrer les seniors, quoi, l'équipe senior après les 21 ans. À voir ce qui se passe, dans ma vie, parce que j'ai aussi une vie professionnelle, hein, vu que je gagne pas ma vie avec le kayak polo. Il faut aussi que j'accomplisse mes tâches professionnelles, donc mes études, mes diplômes.
et mon travail, parce que je suis en alternance, je travaille aussi. Donc voilà, on verra bien. Quel regard portes-tu sur cette aventure maintenant que tu es de retour ici? Bah, c'est clairement la meilleure expérience de ma vie. Hein. Tu fais du sport, t'es avec tes potes, tu joues. C'est du haut niveau, hein. Donc il y a la compétition, faut être droit, faut être sérieux. Mais ça n'empêche que ça reste la meilleure expérience de ma vie parce que déjà je voyage, je rencontre des gens, comme je disais tout à l'heure, je m'ouvre en fait. Et non, là j'en ai des souvenirs de fou, enfin, je veux dire, je suis là, je regarde les vidéos, je regarde les photos de ce qui s'est passé, parce que je faisais aussi des petits résumés de mes vidéos, de nos journées. J'en ai des frissons à chaque fois que je la regarde. C'est une expérience de ouf. Qu'est-ce qui vous a le plus ému dans cette aventure? Ce qui m'a le plus ému, c'est la petite finale, forcément, quand ils ont gagné pour la 3e place. Et ce qui m'a le plus ému, c'est au-delà même des résultats d'Elage et de son équipe, c'est le collectif France. C'est comment... donc les filles ont gagné, elles sont championnes du monde, et ils sont tous allés, ils ont sauté dans l'eau en fait pour prendre les filles dans leurs bras. Huge cheer for the French and fair play to them. As you said, that is first class canoe polo we've seen French here on crowd pitch and 1. supporters diving in the water. They'll get in a little bit of bother from the administrators. We're very tight for time here. Kings. Et ouais, ça reste une des images qui concerne même pas l'équipe d'Elage au final. Mais c'est vrai que ça m'a marqué parce que je me suis dit, la Team France, elle a de la gueule quoi. Enfin, franchement. Il m'en a parlé aussi que. C'était incroyable. Je pense qu'il en garde un bon souvenir. Ouais, c'était trop chouette. Quand elles ont gagné, la joie de ouf qu'on a ressenti même pour elles quoi. Enfin, on était les premiers, on est la sécu et tout, qui essayaient de nous choper, parce qu'on n'avait pas le droit de passer sur l'eau, pour passer sur les rambardes pour aller dans l'eau et tout. Rien à foutre, on y va, on saute dans l'eau, on leur fait des câlins. Mais merci quoi. C'est une expérience de ouf. À travers son parcours, qu'est-ce que vous admirez le plus chez lui? À travers son parcours, ce que j'admire le plus chez Elage, oui, c'est sa combativité, quoi, le fait qu'il se donne, qu'il se sacrifie, et que il arrive finalement à trouver un équilibre familial, amical, professionnel et sportif. Ça, c'est vraiment un vrai défi et je suis très fière qu'il puisse s'épanouir dans ces différents domaines sans nous oublier. Et on a vraiment une relation super, que ça soit en famille, avec ses amis. En fait, il a conscience du rôle de chacun dans sa réussite à lui. Est-ce que tu as un dernier mot, un truc que tu veux dire, je sais pas, aux gens qu'est-ce que... Bah, j'ai pas envie d'être too much en disant ouais, continue dans la vie. Déjà, faites du sport. Faites du sport parce que pour moi, ça apporte énormément de choses. On s'ouvre au monde, entre guillemets, parce qu'on fréquente des gens qui sont pas forcément des gens qu'on fréquente dans la vie de tous les jours. Ça nous ouvre un peu l'esprit. Et puis, si vous aimez, même si vous aimez pas, essayez au moins, et après peut-être que vous allez aimer. Et ça peut apporter beaucoup, parfois. Moi, ça m'a apporté énormément. Enfin, le sport, ça fait partie de ma vie. Si j'en fais pas, bien sûr, des fois je fais des pauses. Hein. Si j'en fais pas, je me sens limite pas bien. Et non, ça m'a apporté énormément dans ma vie. Et peut-être que ça en apportera à plein d'autres. Et du coup, dernière question. Si vous deviez lui adresser un message aujourd'hui, après ce qu'il vient d'accomplir, que lui diriez-vous? Bah bravo, je suis très très fière de toi, de tout ce que tu as accompli. J'en ai jamais douté et je sais que c'est pas fini. Trop bien. Alors c'est quoi ton parcours?
Frérot. Et ouais, je te sais pas quand je bouge, frère. Moi, je suis là, Si, je me souviens, Il a cette année, frère. Ah ouais, non. Je crois que je vais aller sur mon siège tout mouillé, moi. Ouais, le mec, je te jure que ça sera un gag. La tête de imagine tu t'éclates comme ça là. Frérot, on prend l'interview plus tard. Oui, là. C'est l'échauffement là? Bah oui. Je crois qu'on avait commencé là. Bah oui. Mais ouais, t'as honte? Mais frère, t'as un baiser toi. Voilà. Tape sur la poitrine là. Voilà. On va bien rentrer après là. On va bien rentrer le gâteau. Bien rentrer. C'est bon, c'est bon. Ah. À 10 secondes, faut que vous soyez